savez, on ferme les yeux, on pense à la République. Grande supériorité du cinéma sur les autres arts, à mon avis, c'est qu'on peut montrer de la beauté involontaire. Thank you so much to the Hollywood Reporter. It's an absolute honour to be here today in full fucking glam at 8 a.m. on a Thursday morning. Elle est super, hein? La distinzione che io faccio tra cinema di prosa e cinema di poesia non è una distinzione di valore, è una distinzione puramente tecnica. And the Oscar goes to... J'adore rire. Et on est bien avec elle. Vas-y, Jean-Pierre. Moteur. Allons-y. Moteur. Bienvenue dans Ça ne ramènera pas François Truffaut, podcast de cinéma dans lequel moi-même, Samuel, cinéphile, discute de films qui ont suscité mon intérêt avec des amis. Podcast dans lequel on spoil allègrement, je vous conseille d'avoir vu les films avant d'écouter. Pour l'épisode de cette semaine, je reçois mon ami Nejma. Bonjour Nejma. Bonjour Samuel. Et cette semaine, on parle de The Neon People de Jean-Baptiste Toré, sorti le 22 octobre dernier. C'est un film documentaire, et dans The Neon People, Jean-Baptiste Toré, pendant 2 heures, poursuit son portrait de l'Amérique contemporaine, délaissant au premier abord ses réflexions sur le cinéma dans ce film-là, puisqu'il filme la vie de sans-abri dans les tunnels de drainage de Las Vegas. Il rend compte de leurs témoignages à travers une série d'interviews qu'il a menées avec eux. En effet, il y a sous Las Vegas un immense réseau souterrain labyrinthique de tunnels d'évacuation des eaux, quasiment 500 km de tunnels. Et dans ces tunnels vivent plus de 2000 personnes dans des conditions de vie très difficiles. Il y a parfois des inondations, beaucoup de déchets jonchent les tunnels. Certains tunnels ne font qu'1,20 m de hauteur. Et certaines personnes vivent dans ces tunnels depuis plus de 10 à 15 ans. Et aucun pouvoir public ne se rend dans les tunnels, ni policiers, ni pompiers, ni ambulanciers, ni services sociaux. Donc pour resituer un peu Jean-Baptiste Toré, c'est un critique, historien de cinéma initialement. En effet, il a une longue carrière en tant que critique de cinéma, spécialiste du Nouvel Hollywood. Il a écrit plusieurs ouvrages de référence, notamment Le cinéma américain des années 1970. Et il a collaboré dans de nombreux organes de presse et l'émission Mauvais Genre sur France Culture. Mais en 2015, il a cessé son activité critique pour se consacrer à la réalisation de documentaires, des documentaires dans lesquels il prolonge ses réflexions sur le cinéma et les États-Unis. Son premier film, We Blew It, en 2017, revient sur le basculement de l'Amérique dans le Trumpisme. On peut aussi citer son deuxième film, Dario Argento, Soupir dans un corridor lointain, en 2019. Et en 2021, son dernier film en date, Michael Cimino, Un mirage américain. Donc pour The Neon People, le projet a germé dans son esprit en 2016, où il faisait des repérages à Las Vegas pour son premier long métrage We Blew It. Et c'est au cours donc d'un séjour à Las Vegas qu'il a appris l'existence de ces tunnels. Par la suite, il s'est davantage renseigné et il est notamment entré en contact avec le journaliste Matthew O'Brien, qui a écrit un ouvrage en fait sur les habitants des tunnels de Las Vegas, un ouvrage publié en 2007 aux éditions Inculte intitulé Sous les néons. Donc le documentaire en est en partie inspiré. Et le documentaire, The Neon People, est le fruit d'un long travail de repérage, 20 km par jour pendant 1 mois et demi avec son ingénieur du son. Il explique donc que peu à peu, il est entré en contact avec les gens qui vivent dans les tunnels. Il avait du mal au début à leur faire comprendre son projet. Notamment qu'ils voulaient faire un documentaire pour le cinéma, alors que eux pensaient que c'était un reportage pour la télévision, YouTube ou TikTok. Ensuite, il a tourné pendant 1 mois et demi à nouveau dans des conditions assez difficiles. En est ressorti 48 heures de rush, et de ces rushs est sorti un documentaire de 2 heures. Le film est distribué en France par The Lost Films. Eh bien, commençons la discussion. Nejma, qu'est-ce que tu as pensé du film ? C'est un film qui m'a beaucoup intéressée et touchée aussi. Figure-toi, Samuel, que j'ai fait des études d'urbanisme. Et C'est du coup, vrai cette question de la ville et des usages alternatifs de la ville, c'est surtout ça qui m'a touchée dans le film. D'accord, en fait. ah oui, intéressant. Ouais. Et aussi de voir ces usages alternatifs à l'œuvre, en fait. C'est quelque chose que j'avais étudié, mais là, on voit concrètement, en fait, comment ces gens s'emparent de lieux pas du tout destinés à l'habitation pour en faire leur chez eux. Et ça, c'était vraiment très intéressant. Home, pour prendre le mot anglais. Oui. J'utilise à dessein parce qu'ils ont tous un lien affectif assez fort. Enfin, tous les personnages qu'on voit dans le film, avec ce lieu-là, beaucoup de souvenirs. Ils sont pas du tout isolés, ils forment une vraie communauté. Mais même une famille. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que... Oui, d'ailleurs, juste rapidement, Brandy, le personnage principal du film, qu'on voit sur l'affiche, est une espèce de Mama Roma du tunnel où elle vit.
Ça, c'est vrai. Peut-être que je peux commencer tout de suite par rapport à ce qui m'a le plus marqué dans le film, c'est vraiment ce rapport à l'espace. Et pour moi, la scène, la plus belle scène du film, enfin, l'une des plus belles scènes du film, c'est Brandy qui fait la carte des tunnels. Magnifique scène, Ah oui. Au sol, à la craie, avec plusieurs craies de couleurs, où elle présente leur petit coin de tunnel, parce qu'en fait, le réalisateur s'est intéressé quand même à un petit groupe de personnes. Oui, il y a un tunnel particulier. Oui. Et du coup, c'est Brandy qui nous fait le découvrir en faisant un dessin à la craie au sol. Donc, elle dessine à la fois la surface, donc voilà tel bâtiment, telle route, tel casino, et aussi sous terre, où elle montre chaque petit coin où vivent ses voisins et amis. Et ça, vraiment, j'ai trouvé que c'était une très belle scène à l'image un peu de tout le film. Et c'est à l'image de tout le film parce que c'est avec Brandy qu'en fait on découvre. C'est surtout elle, en fait, c'est elle la personnage principale. Notre relais auprès de tous ces gens-là, c'est celle qui parle le plus, à laquelle on s'attache le plus, de laquelle on connaît plus la vie. Et c'est elle aussi qui a, j'ai l'impression, une très grande lucidité. En tout cas, elle nous partage le plus la lucidité qu'elle a sur sa situation. Tous d'ailleurs. Tous, mais elle en particulier, elle a beaucoup de recul. Je pense que c'est l'une des plus anciennes habitantes des tunnels. Elle nous dit que ça fait 12 ans qu'elle y vit. Après, pour un petit peu retracer son parcours, elle travaillait dans le monde du cirque, elle s'est retrouvée au chômage, puis après elle a vécu de motel en motel, et en fait elle a fini par vivre dans les tunnels, et elle a même vécu, sur la dizaine d'années depuis qu'elle vit dans les tunnels, 4-5 ans avec sa fille, en fait. Oui, et du coup, ça c'était quand même très intéressant. Et du coup, aussi pourquoi c'est à l'image du film, parce qu'en fait c'est elle qui nous montre son point de vue sur la ville et sur la façon d'habiter, et dans le film, en fait, on voit très bien que les personnages protagonistes du documentaire, ils font part entière à la réalisation du film. Enfin, ils participent en fait au film. Ils sont à sa construction. Oui, à sa construction. Mais d'ailleurs, Toré dans le dossier de presse explique que souvent il leur montrait le retour des images en fait sur le combo pour montrer ce qu'ils venaient de filmer en fait. Ouais. Et ça, c'est intéressant, je trouve, parce qu'on peut, comme plein de documentaires de ce genre, avoir peur, toujours de la question du voyeurisme et du misérabilisme. Et ça me faisait peur un peu avant d'aller voir le film, parce que quand j'ai appris que c'était sur des sans-abri, et quand j'ai appris qu'en fait c'était ce réalisateur-là qui travaillait beaucoup sur l'Amérique, et j'avais peur qu'en fait il présente une vision un peu fantasmée, quelque chose qui corresponde pas vraiment, qu'il appose son regard extérieur, déjà de français, et un peu d'exotisme sur Las Vegas et ces personnes étranges qui vivent sous terre, et qu'on les regarde un peu comme des monstres. Et je trouve que finalement, c'est pas du tout le cas. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Non, mais moi j'ai l'impression que ce sont les habitants de Las Vegas qui sont des monstres en fait, et pas eux du tout. J'ai l'impression que eux sont complètement sains d'esprit, cohérents, et au contraire, ils sont dans une espèce, j'allais dire, de bulle de protection. C'est horrible, mais en tout cas, peut-être une communauté solidaire, alors qui a ses règles de fonctionnement. Brandy en expose une d'ailleurs, c'est si tu te fais attraper par la police, tu ne reviens pas. Donc un peu cruel, mais bref, voilà, une communauté qui a son fonctionnement, qui est un peu en opposition avec l'individualisme inhérent au trumpisme et probablement aux habitants de Las Vegas, dans l'image qu'on en a aussi. Donc oui, c'est une vraie communauté, et même quasiment une famille. À un moment, il y a un des personnages qui parle du fait de retourner ou pas dans sa famille. Lui, il vient d'un autre état des États-Unis. Il s'est retrouvé à Las Vegas, on ne sait trop comment. Et en fait, il dit qu'il peut pas quitter Las Vegas, il peut pas quitter ces tunnels-là, parce qu'en fait, sa famille en dehors n'est plus sa vraie famille. Et parce que justement, ils ont tellement créé une communauté de solidarité dans ces tunnels. Et je pense que ça fait partie. Bon, il y a la pauvreté qui les empêche de partir, mais c'est aussi cette solidarité-là qui les fait rester aussi. Et non, mais d'ailleurs, par là, je pense qu'il prolonge aussi une sorte de projet cinématographique Toré, dans le sens où je pense que, je suis pas expert sur le cinéma américain, mais voilà, il veut nous donner à voir une communauté dans l'Amérique d'aujourd'hui, un peu comme le faisait John Ford à travers ses westerns dans le cinéma classique hollywoodien, qui est le cinéaste par excellence qui montre à quel point l'Amérique a su faire communauté à un moment. Voilà, c'est aussi dans ce sens-là où il prolonge des réflexions cinématographiques. Et d'ailleurs, il dit dans le dossier de presse sur le plan esthétique, il voulait faire un film de Frederick Wiseman tourné par John Carpenter. Je sais pas ce que tu penses de cette citation. C'est intéressant parce que on peut parler notamment des lumières. Oui, il y a tout néons. un code couleur dans le film.
Parce que c'est pas un simple documentaire où il est venu avec sa caméra. Il y a aussi un travail de mise en scène. De l'image. De l'image. Déjà, c'est l'image scope. Oui. Et aussi de la lumière qui n'est pas en fait la lumière naturelle. Enfin, naturelle. C'est pas la vraie lumière qu'il y a dans les tunnels. Oui, alors juste pour expliquer le scope, l'image est très étirée, donc elle apparaît un peu comme panoramique lors de la projection. Oui. Et c'est un filmage très noble, en fait, qui est plutôt utilisé pour la fiction. Et là, moi, à ma connaissance, je ne l'avais jamais vu utilisé dans un documentaire. Et aussi, pour revenir sur la lumière, en fait, c'est lui qui a apporté ces néons dans les tunnels. D'accord. Et c'est pour créer, créer un code couleur. Et ça, je sais pas trop si c'est pour anoblir ou pour anoblir ses personnages et ses décors. Enfin, je ne connais pas trop ses intentions, mais en tout cas... Non, je pense que c'est ça. Oui, tu penses que c'est ça ? Oui, clairement. Mais du coup, ça rend la chose très intéressante aussi. Ça en fait plus qu'un simple documentaire un peu naturaliste. Oui, qui va juste capturer le réel. C'est ça. Tout comme les protagonistes y participent, lui aussi il participe à modeler. En fait, c'est pas un simple documentaire du réel, c'est un peu une sorte de fictionnalisation, esthétisation de leur situation. Parce que je pense que tout ce qui est dit, tout ce qui est montré est réel. Mais déjà par la lumière, ça crée quand même quelque chose qui n'existe pas dans leur quotidien. Et aussi, j'ai entendu dans un entretien qu'il a donné au podcast Le cinéma est mort, qu'en fait, en tant que participant, les protagonistes proposaient en fait de créer des situations. Notamment la situation, le moment où ils sortent du tunnel pour aller jouer au casino. Ça, c'est quelque chose en fait qu'ils auraient fait quoi qu'il arrive. En fait, c'est que apparemment Brandy lui a dit. Tu sais, nous, on a l'habitude des fois d'aller jouer, etc. Si tu veux, on peut le faire pour toi. En fait, alors, sans la présence de Jean-Baptiste Toré, ils ne l'auraient pas fait à ce moment-là, mais ils le font quand même. D'accord, pour qu'il ait cette séquence. Oui, c'est ça. En fait, ils participaient à la création des séquences parce qu'eux aussi voulaient... je pense qu'ils voulaient pas être seulement passifs. Et dans le contrat de confiance, je pense qu'il a créé avec eux, il y avait aussi cette idée-là d'un vrai échange et de participation. C'est étonnant parce que moi, cette séquence, je la trouve terrible en fait. Ah oui, pourquoi ? J'ai le sentiment qu'ils sont enfermés comme ça dans la boucle de Las Vegas, que leur seul divertissement, c'est d'aller au casino. Et je trouve ça un peu terrible que ce soit quasiment la seule excursion en fait, qu'on voit dans le film. Je sais pas, j'ai l'impression que merde quoi, eux aussi, alors qu'ils ont créé un lien solidaire qu'il n'y a pas dans le reste de la ville, eux aussi en fait sont un peu aliénés par le divertissement que propose Las Vegas. Oui, après moi ça m'a... Mais du coup je la trouve très touchante cette séquence. Touchante, du coup je trouve ça terrible, mais bref, tu vois ce que je veux dire. Oui, après moi ça m'a... Oui, c'est assez terrible quand on y pense, mais ça m'a pas choqué parce que justement ça montre aussi que... Parce que l'un des projets aussi, je pense, du film, c'est de montrer que ce sont des gens comme tout le monde. Oui. Et donc je pense que eux aussi ils ont le droit d'aller comme chacun jouer à Las Vegas. Et ça me fait penser à pas la première scène, mais la première scène, ça s'ouvre dans les tunnels et on remonte vers la surface. Mais la scène d'après, c'est une scène où ils cherchent un point. C'est un couple qui cherche un point d'eau pour aller se laver. Se laver, oui. Et ça, j'ai trouvé ça une scène très forte qui contrastait justement avec la première scène où vraiment, en fait, c'est un peu ce qui me faisait peur en allant voir le film. C'est un peu une sorte de cliché de la légende, comme de gens qui vivraient dans les tunnels. En fait, c'est quasiment un film d'horreur. Enfin, pas un film d'horreur, mais... Mais c'était John Carpenter. Oui, voilà, c'est ça. C'est quasiment comme un film fantastique où on irait au cœur des ténèbres et... Parce qu'il y a des bruits bizarres, il y a de la musique. Et donc, c'est très beau comme séquence, mais j'avais peur que le film ne soit que ça, qu'il reste un peu dans une sorte de légende et de surface. Et après, tout de suite après, en fait, non, on voit quand même que... déjà, ils ne restent pas enterrés dans les tunnels, mais qu'ils sortent à la surface. Et en plus, ils sortent à la surface pour vivre dignement comme nous, quoi. À leur manière, ils réussissent à... Ils essayent, en tout cas, d'être dignes. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant, en fait, ce projet-là du film aussi de... Oui, de leur rendre une forme de... Enfin, pas leur rendre, mais de leur montrer dans leur dignité. Oui, c'est ça. Et c'est étonnant que tu mentionnes l'horreur, parce que c'est là où je trouve le film assez intelligent. L'horreur, elle arrive de manière assez inattendue, dans le sens où il y a le récit de Brandy, de son espèce d'expérience mystique. Oui. Je sais pas si tu te rappelles, alors c'est terrible parce qu'elle raconte que... Alors, ils racontent tous que les tunnels sont néanmoins des lieux dangereux, et Brandy raconte qu'au début des années 2000, il y avait un couple, un homme et une femme, qui ont kidnappé, drogué, torturé et tué une trentaine de femmes dans les tunnels. Et un jour, Brandy a entendu du bruit, elle est allée voir, elle a vu une espèce de grosse masse informe, fantomatique. Elle n'a pas vraiment su ce que c'était.
Donc voilà, moi j'ai trouvé ça intéressant que l'horreur, elle arrive par là, le récit de cette expérience mystique, et elle arrive aussi dans cette dimension post-apocalyptique du film, cette espèce d'ambiance, de fin du monde. Et d'ailleurs, cette dimension de jugement dernier, elle arrive dans l'épilogue. Alors je vais tirer suite vers la fin du film, mais on va évidemment continuer la discussion. Puisque l'épilogue, ce sont des images filmées par Brandy d'une inondation du tunnel en septembre 2023. Un peu comme le déluge dans la Bible, tout finit sous les eaux. Et ça, c'est vraiment une image terrible, parce que tout au long du film, on voit un couple qui justement se construit son chez-soi à base d'objets récupérés dans la rue. Il récupère des planches, des meubles, etc. Vraiment, il fabrique une sorte de petite maison sous terre. Et après, on voit que tout ça, en fait, c'est détruit. Et balayé par les eaux. Ouais. Mais en même temps... c'est vain, mais on comprend leur projet, justement. Enfin, on n'est pas... C'est ça qui est fou, c'est que à la fin, on comprend pourquoi ils vivent dans les tunnels. Enfin, je sais pas, c'est un peu ça horrible paraît bizarre de de le dire comme ça, mais oui. Mais on comprend, en fait, parce que déjà, c'est un moyen de rester vivant, rester humain. Oui, et l'horreur, elle n'apparaît pas non plus via la drogue. Dans le sens, alors tous se droguent, on comprend que ça joue aussi... par rapport à leurs conditions, mais le film n'est pas du tout jugeant, moralisateur, enfin... Le fait qu'il se drogue n'est absolument pas présenté comme une sorte de tragédie. Et ça aussi, j'ai trouvé ça intéressant. Oui, bah après, je pense que c'est parce qu'il comprend justement que c'est le fruit de la société américaine. En fait, on pourrait dire, ça c'est une question que je me suis posée en voyant le film, c'est que c'est peut-être un peu cliché, mais en fait, ces tunnels-là, c'est un peu tout le refoulé de Las Vegas et des États-Unis. Oui, ils vivent des déchets de la ville. Oui, c'est déjà, ils vivent des déchets de la ville, et eux, c'est un peu les rebuts de la société, parce que il y en a... Je sais plus quel est le nom de ce personnage, mais il raconte un peu son parcours de comment il en est arrivé là. Et en fait, il a commencé comme beaucoup d'Américains avec la crise des opioïdes. C'était qu'il a été gravement blessé. Il pouvait pas payer ses factures d'hôpital. On lui a donné des antidouleurs très puissants. Il est devenu accro. Il pouvait plus les payer. Et du coup, il s'est tourné vers l'héroïne. Et en fait, ça, c'est le parcours de plein de... la plupart, je pense, des personnes SDF, toxicomanes aux États-Unis, c'est ça leur parcours. C'est un parcours. Et je pense que c'est pour ça aussi et je pense que le réalisateur est au courant. Enfin, quand j'ai entendu cette histoire, je me suis dit, en fait, je l'ai déjà entendue plein de fois. Et c'est pour ça, je pense qu'il n'y a pas de jugement ou de... Oui, il n'y a pas de jugement parce qu'en fait, il se rend compte que c'est pas... Enfin, il n'y a pas de jugement individuel parce que c'est un jugement sur le reste de la société. En fait, c'est la société qui les a menés à ça. Et pas, c'est pas leur faille individuelle. Et aussi, je pense pour revenir sur... toi, tu parles de l'horreur et des histoires qui sont racontées. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'histoires sur les tunnels. Et ça m'a étonné en fait que eux-mêmes, les habitants des tunnels, racontent des histoires d'horreur sur les tunnels. En fait, eux, ils disent... C'est comme s'ils se mettaient à distance de là où ils vivent. En gros, ils disent, nous, on est comme ça. Mais par contre, il y a... des tueurs, il y a des gens tout blancs parce qu'ils sortent jamais, il y a des fantômes dans les tunnels. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant qu'il y ait un peu une mise en scène de soi, une distanciation à travers les histoires. Et ça m'a fait penser à la mise en scène que le réalisateur aussi... D'ailleurs, c'est une autre manière de s'approprier les lieux, d'en raconter l'histoire, d'en faire le récit. Oui, mais c'est un récit auquel ils ne s'identifient pas. Parce qu'ils disent... c'est les conteurs. Oui, c'est vrai. Dans ce sens-là. Oui, c'est vrai. C'est comme Brandy qui, elle aussi, se met en scène. Elle dit qu'elle se met en scène en tant que pauvre pour pouvoir faire la manche. Oui, elle dit oui, j'apparais, je me salis en fait. Ouais. Pour faire la manche, en fait, elle se salit. Elle reste pas propre, contrairement à peut-être d'autres habitants. Alors qu'on la voit pourtant se laver, se pomponner. Oui, ça c'est vrai. Mais du coup, ça, j'ai trouvé c'est intéressant en fait de voir que eux-mêmes dans leur propre vie. Ils ont un travail de mise en scène et de recul. Et après, le réalisateur, quand il arrive pour les filmer, il les aide à encore plus l'expliciter, cette mise en scène. C'est-à-dire c'est Las Vegas où tout est représentation en fait, et illusion. Et apparemment, même la personne qui fait la mendicité dans la rue, enfin, elle aussi, elle participe comme ça de cette espèce de spectacle généralisé, entre guillemets. Hein. Justement, moi, pour aller peut-être plus loin sur cette question de mise en scène, donc oui, le choix de la lumière et le choix de la musique, qui apparemment est composé par le réalisateur. Moi, je pense qu'en sortant du film, on peut quand même se poser une question de un peu l'éthique de cette représentation. Est-ce qu'il n'y aurait pas une trop grande esthétisation de cette misère ? Parce que même s'ils y ont participé, et c'est apparemment une vraie belle relation qui s'est créée entre ses habitants et le réalisateur, moi, c'est toujours le genre de questions que je me pose, c'est
Oui, bah on est bien contents, voilà, toujours en tant que Parisiens de voir ça et on trouve ça beau, on dit qu'ils arrivent à se faire malgré tout, à se faire des chez eux dans des conditions terribles, etc. Mais ça reste toujours, enfin, j'ai toujours peur d'un regard un peu condescendant. Oui, au final. condescendant et aussi en fait, c'est un peu horrible de dire on va leur rendre leur dignité. Oui, non, mais ça m'a gêné quand je l'ai dit. Non, mais après parce qu'on y pense en fait, mais après on y pense et après on se dit mais c'est horrible de penser ça, de se dire ça. Et après quand on entend Jean-Baptiste Toré parler. Vraiment, Parce qu'il est très sincère. Il est très sincère et démarche. même il a vraiment noué des vraies belles relations et je pense que c'est pas du tout. Il n'y a pas eu, comme pourrait y avoir dans ce genre de documentaire, une sorte d'exploitation des sujets du documentaire, une exploitation de leur misère et de leur vie. Mais on ne peut pas s'empêcher d'y penser en fait et de se dire c'est vrai que c'est beau de vouloir les montrer et de vouloir les montrer dignes. Mais en même temps, c'est un peu horrible. Oui, c'est un peu limité, d'une certaine manière. Oui. Mais ça, je me demande, ça vient pas du fait que, certes, le film n'a aucun misérabilisme, d'une certaine manière, mais est-ce qu'il fait pas preuve d'un peu trop de sentimentalisme ? Je sais pas, moi, c'est vrai que ça m'a un peu questionné, et d'ailleurs, le fait que ce soit autant animé par un tel sentimentalisme, j'ai trouvé le documentaire un peu long et répétitif. C'est vrai. Au bout d'un moment, bon... Surtout à la fin, il y a un peu plusieurs fins en fait. Et j'ai entendu dans l'entretien que j'ai écouté que, en fait, il avait prévu une fin. C'était une fin fictive ou fictionnalisée où il emmenait Brandy et je pense quelqu'un d'autre dans le désert. En fait, ils y sont allés, ils ont loué une voiture. D'ailleurs, c'est des images qu'on voit un moment dans le film. On voit Brandy rêvant et en fait, on la voit conduire dans le désert. Oui. C'est ça qui était censé être la fin du film. C'était les voir partir comme ça dans le désert et disparaître dans le désert. C'est ce qu'il voulait faire. Et après, il s'est rendu compte qu'en fait, c'était peut-être pas la meilleure idée parce que c'était justement leur voler. Enfin, c'est un peu horrible en fait de dire moi je fictionnalise une fin où ils sont libérés et alors qu'en vrai, quand lui il part du lieu de tournage, eux ils restent là. Ouais. Donc ça le dérangeait beaucoup de faire ça. Donc c'est pour ça qu'il y a eu d'autres fins. Et... Mais notamment l'épilogue dont je parlais. Ah oui, cet épilogue, mais moi la vraie fin c'est aussi sur la fille. Et ça, c'est il y a la fille de Brandy qui vient lui rendre visite avec sa petite fille. Et la fin du film, du coup, c'est sur cette rencontre et le dernier plan, c'est sur la petite fille qui dort. Et ça, c'est vraiment quand même une fin très sentimentaliste où on pourrait penser sur une fin, voilà, sur l'espoir, l'avenir de cette petite fille, ce qu'elle représente, etc. Et je pense qu'en fait, ça fait un peu partie du projet de Jean-Baptiste Toré, d'après ce que j'ai entendu. C'est que déjà moi je trouve que ce projet de fin fictionnalisé, je trouve que ça montre un peu une certaine vision sentimentale des choses et aussi peut-être que c'est aussi du fait de sa culture du cinéma américain. Les Américains sont très comme ça, enfin sont beaucoup comme ça, sont très sentimentaux, plein de bons sentiments, plein de bonne volonté et je pense que déjà les personnages, on les entend quand ils parlent, ils sont comme ça et lui peut-être a été aussi imprégné de ça parce que en fait je pense qu'au-delà de tout ce qu'on a dit sur ses choix de mise en scène, etc. Je trouve que, encore une fois, le sujet du film, en fait, est tellement fort et tellement inédit, on ne peut que être intéressé, je trouve. Oui, ça part quand même d'une très forte intuition. Oui. Dans le sens de vouloir filmer comme ça les interstices, les entrailles de Las Vegas. Oui, c'est très intéressant, initialement. Bon, eh bien, on finira la discussion là-dessus. Okay. Merci beaucoup, Nejma. Merci, Samuel.